On va parler maintenant, bien évidemment, du chemin qui permet de passer de la recherche à parfois des applications concrètes, des solutions qui peuvent arriver sur le marché. Ça passe bien évidemment par le brevet, ça passe par la création de start-up. Et David Plassman, qui est directeur du laboratoire d'immunologie, immunopathologie, va nous expliquer comment ça peut trouver son application dans le domaine de l'immunothérapie. Voilà, je suis immunologiste, médecin, enseignant-chercheur. Mon domaine, c'est l'immunologie translationnelle, c'est-à-dire que j'aime autant étudier les mécanismes fondamentaux de la réponse immunitaire que, à partir de ces découvertes, développer des traitements que j'aime amener jusqu'au lit du malade et la réalisation d'essais thérapeutiques. Alors évidemment, si on est un bon immunologiste translationnel, j'espère l'être, on est nécessairement amené à faire des découvertes, à innover, et des découvertes qui seront brevetables et valorisables. Donc, je pense que c'est mon cas. Et j'aurais pu choisir aujourd'hui de vous présenter ma dernière invention géniale, un traitement révolutionnaire des pathologies auto-immunes, voilà, vous faire découvrir les perspectives de ce traitement. En fait, j'ai préféré vous faire part de mon expérience, finalement, ma longue expérience d'immunologie translationnelle et de valorisation, qui se déroule sur presque 4 décennies, à partir de trois petites histoires. Alors, la première, c'est le début des années 80. J'ai eu la chance de m'occuper du premier patient qui avait un sida diagnostiqué, de faire son bilan immunologique, et ça m'a amené avec d'autres à co-découvrir le virus du sida. Et en tant que co-découvreur et chercheur dans le domaine, j'ai été amené à être mentionné comme inventeur dans plusieurs brevets. Alors à cette époque-là, le brevet, c'était quelque chose de tout à fait inconnu pour moi. Je n'avais jamais entendu parler, je ne savais pas comment ça se rédigeait. Et il se trouve que les travaux qu'on réalisait étant faits à l'Institut Pasteur, bien que toujours étant Sorbonne Université, enfin Pierre et Marie Curie à l'époque, c'est l'Institut Pasteur qui était chargé d'écrire et de déposer ces brevets. Bon, on ne s'en souciait pas vraiment, mais tout d'un coup, j'ai commencé à recevoir dans la boîte aux lettres des documents avec des enveloppes qui faisaient référence à l'Office des brevets canadiens, l'Office des brevets américains, etc. Et on me demandait, par exemple, de céder tous mes droits au Canada pour $1 canadien. Alors je ne savais pas si c'était un brevet, mais ça me semblait pas beaucoup, $1 canadien. Donc je me suis dit, il faut que je demande conseil. Alors à qui? À mon université, puisque je veux dire, c'est mon employeur. Et donc en 83 ou 4, j'ai cherché à rentrer en contact avec la personne responsable du département de valorisation de cette grande université Pierre et Marie Curie, avec des mathématiciens, des physiciens, des biologistes, donc probablement beaucoup de valorisation. Et bien à cette époque, il n'y avait pas de département de valorisation, et j'ai dû rencontrer un des vice-présidents qui m'a fait part de son incapacité à répondre à ma question, mais qu'il allait s'en occuper. Voilà, donc c'était il y a 40 ans, donc le temps a passé, mais il y a 40 ans, il n'y avait pas de valorisation véritablement discutée dans les grandes universités françaises. Je ne pense pas que c'était l'apanage de la nôtre. Avec cette expérience, j'ai aussi appris quand même, après, pas que j'oublie de vous le dire ça, que dans le fond, passer un brevet, c'est intéressant et que ça a des répercussions financières assez importantes, en tout cas quand ce sont des bons brevets, si je puis dire, et je ne l'ai pas oublié. Alors la deuxième expérience, elle est presque une décennie plus tard, avec mon collègue Jean-Louis Sazman, un ancien président d'université lui aussi après, on était en train de développer des thérapies géniques pour le cancer. Et c'était en 93, c'était le tout début de la thérapie génique. Et on avait le projet de développer un essai thérapeutique dans le domaine du cancer. Et pour ça, il nous fallait trouver des sommes d'argent relativement importantes qu'on ne pouvait pas obtenir. En fait, on s'est très rapidement rendu compte qu'on ne pouvait pas obtenir à travers les différents appels d'offres publics auxquels on a l'habitude de répondre. Et il est très vite apparu que la seule possibilité de continuer de développer ce projet, c'était en fait de créer une start-up. Alors on est en 93. C'est pas vraiment encore dans l'air du temps. Jean-Louis Sassman, qui était passé au cabinet de Hubert Curien, avait traité des dossiers dans ce domaine, et il a dit avec prudence qu'il fallait peut-être qu'on aille voir, qu'on demande un avis légal sur comment peut se faire ce type d'activité. Et on a été comme ça consulter un conseiller d'État
pour savoir si des chercheurs du public pouvaient véritablement se lancer dans l'aventure de créer une start-up pour collecter de l'argent. Et après réflexion, enquête, on a reçu cette réponse, une personne ultra compétente, qui était de dire qu'ils ne savaient pas vraiment, mais que tant que la société ne vendrait rien, il n'y avait pas de risque qu'elle vende à l'État, et donc il y a un potentiel, disons, conflit d'intérêts. Bon. Alors, comme une société de biotech, ça vend rarement avant 10 ans, d'accord, on s'est dit qu'on pouvait se lancer et qu'on verrait après. Mais enfin, voilà, ce n'est pas la seule chose que je peux raconter sur cette aventure de cette première start-up qui s'appelait Génopoietique, très joli nom par ailleurs, mais aussi le fait qu'à l'époque, c'était très politiquement incorrect chez nos collègues de se lancer dans cette aventure. Ça m'a valu, par exemple, de me faire presque agresser, je pourrais dire, je ne donnerai pas de nom ici, par des collègues immunologistes en pleine réunion, en gros me traitant de vendu aux intérêts bassement matérialistes, alors que, évidemment, le chercheur doit rester absolument pur dans sa soif de connaissance. Donc c'était vraiment... Et c'est pas très loin, ça, c'est il y a 20 ans, une situation qui n'avait pas celle qu'on connaît aujourd'hui. Et heureusement, la troisième partie, c'est ce qui a changé. Ma dernière aventure, la création de Il2 Pharma, et bien tout ça, ça a été radicalement transformé par la loi sur l'innovation, qui est une loi intéressante que vous connaissez sûrement tous ici, qui encadre justement les liens entre le chercheur académique et une start-up qu'il peut fonder, qui définit les parts qu'il peut avoir, les consultations qu'il peut recevoir, etc. Une loi qui, d'ailleurs, a été développée, je crois, sous 4 cabinets ministériels successifs de au moins 2 couleurs politiques, et qui a fait relativement l'unanimité, et qui permet, à ce moment-là, d'être effectivement beaucoup plus serein dans ses développements, de créer une entreprise en étant cette fois-ci parfaitement à l'aise dans ces différents statuts. Donc, je ne vais pas plus détailler ça maintenant, je vais juste dire que pour moi, cette expérience de valorisation, elle a été très enrichissante par ailleurs. Elle est aussi très très difficile parce que, dans le fond, quand on commence et qu'on lance une start-up, on a toujours l'impression que tout d'un coup, on n'aura plus à écrire de grant, que la start-up va donner de l'argent au laboratoire et qu'on pourra comme ça travailler sans écrire de grant. En fait, c'est l'inverse qui se passe. On doit écrire 2 fois plus de grant. On doit écrire les grants du labo et les grants de la société, en tout cas aider à les écrire. Mais c'est bon, c'est une expérience quand même extrêmement enrichissante. Sur les 20 ans, les 4 startups que j'ai créées, ça fait quand même beaucoup d'emplois pérennes le temps de la vie des startups qui ont été créées. Et donc, puisque ça a été discuté par beaucoup des personnes qui m'ont précédé, c'est une aventure que je ne regrette pas du tout. Et j'encourage donc tout le monde à se lancer dans cette aventure qui, dans le fond, est tout à fait exaltante. Et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, David Klasman.